humilié par ses employés à cause de sa couleur. Cet homme se venge de la manière la moins probable. Il ne savait pas qui il était. Chaque matin, il entrait par la grande porte vitrée de l'hôtel L'Héritage, sans escorte, sans prétention. Il marchait lentement, le pas ferme, vêtu de costumes sobres mais impeccables, toujours sombre, toujours silencieux. À son passage, les réceptionnistes levaient à peine les yeux. Les serveurs détournaient le regard. Les valets hésitaient à lui ouvrir la porte. Pour eux, Kwame Bediako n'était qu'un client de plus, un homme noir, sans histoire, sans éclat. Peut-être riche, peut-être pas. En tout cas, sûrement pas assez important pour mériter plus qu'un sourire commercial, plus qu'un bonjour mécanique. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il les observait. Tous les jours, il s'asseyait dans le même fauteuil, au fond du hall, à moitié dissimulé par une plante verte décorative. Le fauteuil était en cuir ivoire, moelleux, royal, installé sous l'immense lustre de cristal qui inondait le sol de reflets dorés chaque matin. Là, dans le calme, entre les bruissements des valises et les chuchotements feutrés, il scrutait. Chaque geste. Chaque regard. Chaque mot échappé. Il notait les micro-agressions, les soupirs mal contenus, les regards qui glissaient sur lui comme sur un meuble ancien. Il notait les priorités inversées, les excuses inutiles, les rires moqueurs derrière les comptoirs quand il demandait un renseignement. Mais jamais il ne réagissait. Il gardait un visage lisse, impassible. Il savait ce qu'il faisait. Kwame Bediako était un homme discret. Profondément discret. Né dans une petite ville du Ghana, élevé par une mère analphabète et un père charpentier, il avait gravi chaque échelon de la vie comme on escalade une montagne sans corde. Il avait connu la faim, l'humiliation, l'exclusion. Mais il avait aussi connu la force du savoir, la patience des anciens, et le pouvoir du silence. À 52 ans, il possédait des parts dans plusieurs des plus prestigieuses chaînes hôtelières du monde. À Londres, à Dubaï, à Johannesburg, à Tokyo. Mais ce n'est pas dans le luxe qu'il cherchait sa revanche. C'était dans l'équité, dans la dignité humaine, dans l'acte de restaurer ce que tant de regards ont tenté de briser. L'Héritage, cet hôtel situé dans un quartier chic de Paris, n'était pas qu'un bien immobilier pour lui. C'était un symbole. Un carrefour. Un lieu où il rêvait de faire cohabiter l'élégance occidentale avec la chaleur de l'hospitalité africaine. Où un client noir, asiatique ou arabe ne serait jamais vu comme une anomalie. Où le respect ne dépendrait plus du teint de peau ni de l'accent, mais de la seule humanité. Alors, quand il racheta l'Héritage, il le fit dans le plus grand silence. Pas d'annonce publique. Pas de changement visible. Il conserva le personnel. Le directeur, les réceptionnistes, les serveurs, les gouvernantes. Il voulait voir qui ils étaient vraiment, derrière les sourires de façade. Car c'est dans l'ombre qu'on découvre la lumière ou l'absence de lumière. Il s'installa parmi eux, chaque jour, comme une énigme silencieuse. Il laissa faire les premiers jugements, les regards de travers, les conversations de couloir qu'on pensait privées. Il vit les masques tomber. Il entendit les rumeurs. Il vient souvent, non? Il doit se croire important. Il doit être un client africain avec des diamants, ou un joueur de foot à la retraite. Dommage qu'il traîne autant dans le hall, ça donne une drôle d'image. Mais plus il parlait, plus il se taisait. Ce silence, il l'avait cultivé toute sa vie comme une stratégie. Un silence qui n'était ni faiblesse, ni soumission, mais une force contenue, une tempête en attente. Car ce que Kwame préparait, ce n'était pas une vengeance criée à la face du monde. Ce qu'il préparait, c'était une leçon inoubliable. Une vérité révélée sans colère, mais avec une puissance que seul le mépris transforme en justice. Et c'est là, dans ce hall au tapis rouge, sous les rires hautains et les gestes mécaniques, que tout commença. Le racisme ici n'était pas bruyant. Il ne criait pas dans les couloirs. Il ne claquait pas les portes. Il ne lançait pas d'insultes. Non, ici, il portait des gants blancs. Il se glissait dans les silences, dans les gestes non faits, dans les regards à peine esquivés. C'était un racisme feutré, sournois, presque élégant, le genre qu'on ne peut jamais vraiment prouver, mais qu'on ressent jusqu'au fond des os. On ne lui refusait jamais rien frontalement. Ce serait trop grossier, trop évident. Non, on l'ignorait subtilement. On soupirait à son approche, comme si sa simple présence était une complication dans le rouage bien huilé de l'hôtel. On lui parlait avec une lenteur exagérée, une diction exagérément articulée,
comme à un enfant qui ne parle pas bien la langue. Il n'était pourtant pas seulement francophone, il maîtrisait 5 langues, dont 2 dialectes africains. Mais cela, personne ne se posait la question. Il observait sans broncher les serveurs qui saluaient chaleureusement les clients blancs, avec sourire et courbettes, mais qui à lui ne jetaient qu'un simple regard froid, distant. Même s'il était là depuis plus longtemps que les autres, même s'il portait des vêtements plus élégants, il passait après. Toujours après. Le plus jeune des serveurs, un stagiaire arrogant à peine sorti d'école hôtelière, le dépassait volontairement lors du service du café. Il faisait semblant de ne pas voir sa main levée. Il allait d'abord vers les tables voisines. Puis il finissait par s'approcher de lui à contre-cœur, lançant un « Vous voulez quelque chose ? Quelque chose. Jamais, monsieur. Jamais, puis-je vous être utile ?» Toujours cette distance, ce vague, cette imprécision qui déshumanise. Et puis il y avait la réceptionniste. Grande, blonde, manucurée, avec un sourire figé de façade. Chaque matin, elle lui lançait, comme un automate programmé. « Bonjour monsieur. Vous cherchez quelqu'un ?» Toujours cette phrase. Toujours ce doute, comme si sa simple présence ne pouvait pas être légitime. Elle ne lui demandait jamais « Comment allez-vous aujourd'hui ? Avez-vous bien dormi ? Puis-je faire quelque chose pour vous ? » Non. Elle ne lui posait jamais ces questions-là. Et il y avait le chef. Un homme de 50 ans, originaire du sud de la France, connu pour son goût raffiné et sa vanité sans limite. Quand Quam demandait du porridge ou des bananes plantains grillées, ou même du café noir très corsé avec gingembre, il levait les yeux au ciel et murmurait en cuisine. Encore ces plats exotiques. On est dans un hôtel de luxe, pas à Abidjan. Quam entendait. Il entendait tout. Pas parce qu'on lui parlait franchement, mais parce que les esprits arrogants se croient souvent à l'abri de l'oreille des insignifiants. Mais lui, il ne disait rien. Il restait calme. Il souriait. Il prenait note. Chaque nom. Chaque visage. Chaque intonation. Il portait sur ses épaules l'élégance des sages et dans sa poitrine, la mémoire des humiliés. Car ce n'était pas la première fois qu'on l'abaissait à cause de sa couleur. Ce n'était pas la première fois qu'il était regardé comme une anomalie dans un lieu de privilège. Cette douleur-là, il la connaissait bien. Il la portait depuis l'enfance, comme une cicatrice invisible. Il se souvenait de son petit village, au nord du Ghana, où les nuits étaient si noires qu'on pouvait y voir les étoiles danser. Il se souvenait des jours où il marchait plusieurs kilomètres avec un bidon sur la tête pour vendre de l'eau, pour avoir quelques pièces. Il se souvenait de ces soirées où il récitait ses leçons à la lumière d'une bougie, pendant que d'autres enfants dormaient déjà. Il se souvenait des moqueries des hommes riches venus de la ville, qui riaient en disant « Regarde ce garçon noir comme le charbon, il ne fera rien de bon. » Il se souvenait de chaque humiliation, non pas avec amertume, mais avec une précision presque scientifique. Car Quam ne gardait pas la douleur pour souffrir. Il la gardait pour bâtir. Avec le temps, il avait compris une vérité profonde que peu de gens veulent entendre. La colère est naturelle. Mais la colère mal dirigée est une arme qui se retourne contre celui qui la porte. C'est pour cela qu'il ne criait pas, qu'il ne claquait pas la porte, qu'il ne s'indignait pas à voix haute. Il savait qu'il tenait quelque chose de bien plus puissant que la colère. La paciencia. La stratégie. La justice intérieure. Alors, il attendait. Calme comme l'eau d'un lac qui paraît paisible, mais sous lequel sommeille une force immense. Il attendait son heure. Un mois après, Quam décida d'envoyer une invitation spéciale à tout le personnel de l'hôtel. Le message était simple, presque anodin, un dîner d'honneur pour remercier l'équipe pour son engagement. Le jour venu, le hall, habituellement si strict et froid, se transforma en un espace somptueux. Les grandes fenêtres étaient drapées de velours bordeaux, laissant filtrer la lumière douce d'un coucher de soleil d'automne. Des nappes en velours bleu nuit recouvraient les tables, surmontées de chandeliers dorés aux bougies vacillantes. Un orchestre discret, placé dans un coin, jouait une mélodie classique, presque imperceptible, mais suffisamment présente pour insuffler une atmosphère de prestige. Tous les employés étaient là. Les chefs en tenue soignée, les serveurs impeccablement coiffés, les réceptionnistes en uniforme impeccable. Ils s'étaient tous parés de leur plus grande fierté ce soir-là, excités, curieux, mais aussi nerveux. Il y avait quelque chose dans l'air, une attente suspendue, une tension qui flottait,
imperceptibles mais palpables. Ils échangeaient des regards furtifs. Qui est cet homme? Se demandait-il en silence. Il ne l'avait jamais vu s'exprimer en public, ou du moins pas à ce niveau-là. Ce n'était jamais lui, le propriétaire, qui venait gérer les affaires de l'hôtel. Non. Il restait en retrait, invisible, presque fantomatique, tel un observateur silencieux et distant. Alors, quand un homme en costume élégant, qui semblait à peine familier pour certains, s'avança et prit le micro, l'ombre du doute s'immisça dans leur esprit. Était-ce un invité de marque, un investisseur, ou quelqu'un de plus important qu'ils n'auraient jamais imaginé? L'homme attendit quelques instants, observant la salle pleine de visages tendus. Puis il prit une grande inspiration, et parla d'une voix calme, posée mais incroyablement percutante. Son regard balayait la salle, chaque visage, chaque mouvement. « Bonsoir à tous. » Un silence s'abattit dans la salle. Il n'était pas lourd, mais il était pénétrant, presque palpable. On pouvait entendre les horloges battre le temps avec une clarté aiguë. Le son de la musique devenait flou, comme si l'air tout autour devenait plus dense, plus lourd. Je me présente, je m'appelle Kwame Badiako. Je suis le propriétaire de cet établissement. Les visages se figèrent. Certains se tendirent, d'autres pâlirent discrètement. Il y avait cette sensation d'un secret bien gardé qui éclatait soudainement en pleine lumière. Illusion tombait. Cet homme, celui qu'ils avaient négligé, celui qu'ils avaient ignoré dans ces moments les plus silencieux, était leur patron. Il laissa un long silence s'étirer. Les premiers murmures commencèrent à naître, mais il les coupa d'un geste imperceptible. Puis il continua, son ton se faisant plus grave, plus mesuré, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Je suis resté ici, en silence, pendant des semaines. Je vous ai observé. Il marqua une pause. Son regard se fit plus perçant, plus introspectif, comme s'il fouillait les âmes présentes dans la pièce. Certains employés se sentirent soudainement vulnérables, comme s'ils étaient observés par un microscope invisible. Certains m'ont traité avec respect. D'autres, avec condescendance, voire mépris. Non pas à cause de mon comportement, mais à cause de ma couleur. Les mots tombaient lentement, comme des pierres jetées dans une eau calme. Le malaise était devenu une vague qui déferlait dans la pièce. Les regards baissés se multiplièrent, certains fuyant honteusement, d'autres fixant le sol, incapables de soutenir la réalité qui se dressait devant eux. Kwame continua, son ton implacable, mais empli d'une sagesse qui semblait d'un autre temps. Je pourrais vous punir. Licencier en masse. Faire un scandale public. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour construire. Il marqua une pause. Il sortit une pile de documents soigneusement empilés, des lettres, des décisions, des réaffectations. Il les regardait, à la fois inquiet et intrigué. Voici ce que je vais faire. Ceux qui ont montré du mépris seront transférés dans des hôtels partenaires, dans des quartiers populaires. Là où le respect ne dépend pas de la couleur de peau, mais du cœur et du service. Les murmures s'intensifièrent. Certains employés se regardaient les uns les autres, incertains de la tournure que prenait cette soirée. Leurs pensées étaient embrouillées, cherchant à comprendre ce que cela signifiait pour eux. Pour les plus arrogants, ce fut un choc. Les autres, plus humbles, ressentirent un mélange de soulagement et de respect. Ceux qui ont fait preuve d'humanité, d'écoute et d'humilité seront formés. Et certains seront promus. Parce qu'ici, ce n'est pas la couleur qui compte. C'est le caractère. Un silence de plus. Puis, Kwame s'approcha de Fatima, la femme de ménage, celle qui chaque matin lui adressait un sourire sincère, un petit mot gentil, un peu de chaleur dans un endroit si froid. Il la regarda dans les yeux. Un sourire léger se dessina sur ses lèvres. Il tendit la main, et annonça. « Vous, Madame Fatima, deviendrez chef du service d'entretien. Parce que vous avez compris ce qu'est l'hospitalité. » Un premier applaudissement éclata dans la salle. D'abord timide, puis plus sincère, plus fort. Certains applaudissaient de tout cœur, émus par la reconnaissance de la véritable valeur humaine. D'autres, plus gênés, se contentaient de gestes hésitants. Mais Fatima ne pouvait retenir sa joie. Elle se leva, les yeux brillants, une émotion visible qu'elle ne tenta même pas de masquer. Elle s'inclina légèrement devant Kwame. La vengeance, pour moi, ce n'est pas de vous rabaisser. C'est de vous obliger à vous élever. Kwame conclut,
sa voix s'élevant avec une puissance tranquille, mais indéniable. Ces mots résonnèrent dans la salle, frappant chaque personne comme une vérité implacable. Il observa chacun d'eux, un par un, comme s'il s'agissait d'un ultime test, une mise à l'épreuve de leur humanité. Et alors, dans ce même silence lourd, il comprit, ce dîner n'était pas seulement une leçon pour eux. C'était une leçon pour lui-même aussi. Une leçon sur le pouvoir du silence, de la patience et de la rédemption. Les semaines qui suivirent cette soirée marquèrent le début d'une transformation radicale pour l'héritage. L'atmosphère de l'hôtel changea imperceptiblement au départ, mais avec le temps, cette transformation devint évidente pour tous. Ceux qui avaient ignoré, méprisé, voire dévalorisé Kwame durant son observation silencieuse, étaient désormais contraints de regarder leur propre reflet dans un miroir qu'il leur avait tendu. Le mépris initial qu'il lui avait réservé se transforma en méfiance, puis en acceptation forcée. Mais, dans leurs esprits, il demeurait une question sans réponse. Comment un homme aussi simple, aussi discret, pouvait-il posséder un tel pouvoir? Un pouvoir non pas fondé sur la brutalité, mais sur la sagesse et la patience. Ils ne comprenaient toujours pas. Et cela les perturbait. Mais la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de s'adapter ou de partir. Kwame, de son côté, ne se hâta pas de faire des changements drastiques. Il se savait pris dans un jeu subtil, une danse délicate. L'humiliation, il l'avait ressentie dans son propre corps, dans ses propres tripes, et il savait qu'un changement véritable ne venait pas d'une vengeance aveugle. Il n'avait pas l'intention de rendre les choses plus compliquées ou de faire souffrir davantage ceux qu'il avait sous-estimés. Il voulait élever la situation, l'institution, et même ses détracteurs. Pour ce faire, il investit massivement dans des formations spécialisées sur la diversité, les discriminations et l'intelligence émotionnelle. Ces formations ne se limitaient pas à de simples séances théoriques ou de l'enseignement académique. Kwame fit appel à des orateurs influents, des figures publiques africaines, asiatiques et européennes, des leaders d'opinion et des activistes ayant traversé des parcours marqués par la lutte contre la marginalisation et la discrimination. Chacun d'eux partageait son histoire avec les employés, montrant l'importance de la résilience et de l'empathie dans un monde de plus en plus fragmenté. Il organisait également des ateliers pratiques, où les employés étaient confrontés à des situations réelles, des mises en scène de discrimination invisibles. Il devait les identifier, les remettre en question et proposer des solutions alternatives fondées sur la compréhension mutuelle et l'ouverture d'esprit. Chaque employé, quelle que soit sa position dans l'hôtel, était invité à prendre part à ces séances. La formation continue devint un pilier de la politique de gestion de l'hôtel, un gage d'engagement constant pour l'inclusion et la réconciliation des différences. Peu à peu, le personnel de l'hôtel s'imprégna des valeurs d'humanité, de respect et de dignité. Des jeunes issus des banlieues, souvent marginalisés par la société, furent recrutés, formés, puis promus. Kwame voulait leur donner une chance d'être vus et entendus dans un environnement qu'on leur avait souvent refusé. Il les écoutait, leur offrait des opportunités, et les encourageait à s'élever au-delà de leurs origines sociales. Ce faisant, il modifia les dynamiques internes de l'hôtel. Les anciens employés plus traditionnels commencèrent à voir la valeur de cette diversité. Ils comprirent que l'humanité, l'écoute et l'authenticité pouvaient enrichir l'expérience de l'hôtel, tout en apportant de nouvelles perspectives qui faisaient grandir l'ensemble de la structure. Petit à petit, l'héritage se transforma en un modèle d'inclusion. Non seulement l'hôtel était devenu une référence en matière de services de qualité, mais il était désormais aussi un exemple de ce qu'il était possible de réaliser lorsque l'on choisissait de se lever contre l'injustice en favorisant l'éducation et le respect des différences. Un an plus tard, un grand magazine économique publia un article intitulé « L'homme qui a répondu au racisme par la grandeur ». Le journaliste, en détaillant l'histoire de Kwame, expliquait comment son approche subtile mais décisive avait non seulement transformé un établissement hôtelier, mais aussi dérangé les fondements mêmes du système qui perpétuait des injustices invisibles mais réelles. Le magazine parla de Kwame comme d'un visionnaire, un homme capable de bâtir des ponts entre les cultures et les individus, un homme qui avait compris que la véritable grandeur ne réside pas dans la vengeance, mais dans la création d'un environnement où la dignité humaine était le principal moteur. Lors d'une interview avec le journaliste, ce dernier, intrigué par la stratégie de Kwame, lui posa la question suivante, qui tournait depuis des mois dans les coulisses de l'hôtel. Pourquoi ne pas avoir dénoncé immédiatement ce que vous subissiez? Kwame le regarda calmement, et après un moment de réflexion, répondit simplement, mais avec une force tranquille. Parce que ce que l'on construit dans la colère ne dure jamais. Mais ce que l'on bâtit dans le silence et la sagesse, devient un héritage.
Le journaliste, fasciné, ne put que hocher la tête. Mais Quam ne s'arrêta pas là. Il ajouta: « L'humiliation ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est la manière dont tu réagis face à l'injustice. La vengeance la plus puissante n'est pas celle qui détruit, mais celle qui élève en forçant les autres à se confronter à leur propre ignorance. » Quam savait, au fond de lui, que la vengeance n'avait jamais été son but. Non. Son véritable objectif avait toujours été de montrer que la grandeur d'une personne ne résidait pas dans sa capacité à défaire les autres, mais dans sa capacité à les amener à se rehausser. La grandeur, dans son esprit, se trouvait dans la création d'un espace où chacun pouvait s'épanouir, sans barrière ni jugement.